Donc, pour conclure cette table ronde, on va donner la parole à Jean Bonnier. Bon, Jean Bonnier, évidemment, agronome, économiste, sociologue, forestier, mais également musicien. Bon, est un spécialiste, évidemment, de la forêt, non seulement dans ses études, mais également dans ses convictions. Donc, il va clore cette première partie de la table ronde. Après, la parole sera à vous. Il va répondre à la question toute simple, savoir quel est l'avenir de la forêt méditerranéenne. Merci. Oui, vous savez que quand on dit il était musicien, il était ingénieur, ses amis musiciens disaient qu'il était un bon ingénieur, et ses amis ingénieurs disaient qu'il était un bon musicien. Si c'est ça que tu voulais dire, merci beaucoup, Philippe. Oui, bon, disons, d'expérience. Après ces travaux, justement, ces nombreux travaux de ces différents programmes européens, résumés là dans Medland, mais même suite au programme précédent. Moi, j'en suis arrivé à l'idée que les forêts méditerranéennes sont davantage les forêts des territoires méditerranéens que la partie méditerranéenne des forêts du monde. Je vais répéter. Les forêts méditerranéennes sont les forêts des territoires méditerranéens et des régions méditerranéennes. Et ne sont pas un avatar des forêts du monde. Enfin, le sont, mais à un moindre degré. Donc ça, je crois que ces programmes-là nous ont permis de bien placer cette chose-là et de bien placer nos forêts méditerranéennes là où elles sont. Elles sont dans des régions particulières, sous un climat particulier, avec une histoire particulière. Donc, je crois que ça suffit, ça suffit pour les distinguer du reste. Et ça suffit d'autant plus que depuis plus d'un demi-siècle, cette région méditerranéenne a connu des changements absolument faramineux. Que ce soit en Europe, avec la fin de la guerre, dans bien des pays d'entre nous, et merci beaucoup, la fin du fascisme, dans d'autres pays, la fin de la colonisation, enfin, des changements considérables, plus tous les autres changements qui sont l'élévation du niveau de connaissance, l'élévation du niveau de vie, l'urbanisation, la métropolisation, mais aussi la déprise rurale. Et lorsque David dit dans les autres pays il y a encore du surpâturage, il y en a de moins en moins aussi. Et il a dit en Algérie ça commence à ressembler à l'Europe. Et bon, voilà, ce mouvement, il est en route et il est, je ne dis pas qu'il est achevé, mais enfin, il s'approche d'un certain achèvement. Donc, cette évolution-là, elle s'est imposée à nous dans tous les instants de nos travaux. Voilà. Ça, et dans la région méditerranéenne, qui a pu faire dire à certains de nos collègues que les forêts méditerranéennes peuvent servir de modèle aux autres forêts du monde, en ce sens que s'y sont produits des changements qui commencent à se produire ailleurs. Changement climatique plus sensible, changement de société, métropolisation, déprise rurale, etc. Bon, là, la forêt méditerranéenne, c'est à la fois une forêt spécifique, c'est en même temps peut-être un laboratoire des forêts du monde. Alors, les changements de société, on les a déjà évoqués, hein, déruralisation et métropolisation, ça c'est tout à fait évident. Combien d'entre vous sont fils ou petits-fils de paysans? Si vous leviez le doigt, ça ne ferait pas trop d'ombre. Alors, deuxième changement colossal, le consumérisme généralisé. Ouais. Je ne suis plus un acteur, je suis un consommateur. Et la forêt fait partie de ce mouvement, bien entendu. Mais vous pouvez le dire de la médecine, vous pouvez le dire de la production artistique, vous pouvez le dire de tout ce que vous voulez. Le consumérisme s'est imposé dans cette société, c'est-à-dire l'individualisme et le consumérisme, ce qui fait on peut avoir tendance, et certains d'entre nous ont succombé à cela, à dire le client est roi, et faisons une forêt pour le client. Sauf que la forêt, ce n'est pas une denrée comme une autre. La forêt, c'est un sujet. Alors, un peu comme disait Cézanne, hein, je vais sur le sujet. Hein. La forêt, c'est un sujet qui comprend son aspect social, son aspect économique, son aspect écologique et son aspect culturel. Et je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, on dirait, tiens, alors on a critiqué nos forestiers, nos ancêtres ou nos prédécesseurs en disant ce sont des productivistes, ils n'ont qu'une certaine façon de voir la forêt.
mais ne faisons pas tomber le balancier vers une autre façon, en disant le client est roi, et faisons une forêt sur mesure pour que les gens se fassent pas mal aux chevilles quand ils marchent dans les argéras. Voilà. Alors, cette histoire-là, ça a créé actuellement, et on le voit même dans la liste des programmes de MED, un certain désarroi parmi nous, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? À qui il faut répondre? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Comme je dis, la forêt méditerranéenne n'est pas très productive. Bon, on le sait, on ne va pas faire le réveillon là-dessus, mais on n'empêche pas les arbres de pousser. Même avec le changement climatique. Ça ne sera peut-être pas les mêmes. Ils pousseront peut-être pas de la même façon, mais ils pousseront. Et un jour, peut-être que ça ne sera pas idiot de les couper et de les utiliser. Donc, on voit bien qu'on est là, dans cette région, confronté à cette espèce de challenge incroyable, quoi, qui est vraiment, pour une fois, peut-être historique, de véritablement, au niveau d'une société dont la principale qualité par rapport à la forêt, c'est l'indifférence. Hein. J'avais dit à plusieurs reprises, on dit DFCI pour défense des forêts contre l'incendie, mais moi je dis plutôt défense des forêts contre l'indifférence. Hein. Et donc, face à cette société qui nous demande simplement de pouvoir aller se promener le dimanche sans se griffer les jambes, oui, qu'est-ce qu'on a à lui proposer d'autre, quoi. Alors, on a la chance aujourd'hui, effectivement, de pouvoir retourner au sujet, parce qu'avec le changement climatique, là, on a des raisons quand même de dire qu'il faut aller voir, etc. Et puis, il y a comment ça s'appelle, le changement énergétique, là, ça s'appelle la transition énergétique, qui aussi nous pose des problèmes et nous oblige à regarder les choses. Alors, je pense qu'aujourd'hui, grâce à ces programmes, et grâce aux programmes qui vont venir et à tout ce qui se fait et à ce qui va se faire peut-être à Durban, etc., je crois qu'il faut retourner vers le sujet, retourner vers la forêt méditerranéenne, apprendre à l'analyser. Ce n'est pas parce qu'on fait des catalogues de stations qu'on a compris ce que le conseil municipal a envie de faire de la forêt de la commune. Il faut bien comprendre ça. On peut parfaitement connaître la biologie d'une station, l'écologie d'une station, l'autécologie d'une espèce, etc., et puis avoir un conseil municipal qui s'en fiche complètement. Donc le sujet, il est bien plus compliqué que la biologie, que la technologie du bois, que l'économie, etc. Voilà, et je veux dire, voilà. Bon. Alors, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'analyse, hein, y compris à l'analyse statistique la plus simple, hein, qu'on repère bien les enjeux, et là on réfléchira jamais assez aux enjeux, parce que la forêt, elle pousse lentement, mais elle pousse sûrement. Et finalement, quand on voit aujourd'hui certains d'entre nous survivants, dont je fais partie, qui ont connu la fin de la guerre avec plus un bois sur les collines d'Aix ou de Toulon, et maintenant, comme disait le président Kilici, des bois qui sont étonnamment fouillus, au point qu'on y cherche presque des singes magots, hein, voilà. On voit bien que la forêt pousse et que si on ne réfléchit pas avant, on risque d'être un peu surpris, quoi. Voilà. Et donc, repérer les enjeux. Et alors, il y a une chose sur laquelle maintenant je veux m'arrêter, rassure-toi Philippe, mais c'est que face à tout ça, nous les techniciens, on n'est pas très bons. C'est-à-dire qu'on ne sait pas répondre. On n'a pas les outils techniques, sylvicoles, etc. à notre disposition pour répondre aux enjeux qu'on pourrait trouver aujourd'hui. La sylviculture de l'accueil du public, je ne sais pas où elle est enseignée. La sylviculture du développement d'un élevage rationnel, plus moderne, etc., mais quand même extensif, je ne sais pas où elle est enseignée. Donc, il y a vraiment maintenant un besoin de constitution, de capital, de connaissances et de capital technique qui, à mon avis, nécessite à la fois une formation initiale de gens compétents, parce que maintenant, il y a des tas de gens qui travaillent sur la forêt, mais qui sont biologistes, qui sont écologues, qui sont forestiers, qui sont agronomes, etc. Mais chacun est dans son petit truc. Et la formation du gestionnaire de l'espace naturel, celle-là, je ne la connais pas. Donc, formation initiale, formation continue, et puis après, formation pédagogique du public, parce que la bonne volonté que nous puissions avoir pour satisfaire les consommateurs, ça peut nous conduire à des âneries considérables. Je veux dire, maintenant, on va se battre pour un arbre, alors qu'un arbre, c'est joli, mais ça cache la forêt. C'est pas parce qu'on a fendu un arbre qu'on a fendu les 50 hectares qui sont derrière. C'est pas parce qu'on fait arracher des pins d'Alep à des petits élèves en disant c'est une mauvaise plante, il faut la, etc., qu'on a fait un progrès dans la pédagogie vis-à-vis de nos contemporains. Donc cette formation, à mon avis, est fondamentale, qu'elle soit initiale, qu'elle soit continue ou qu'elle soit généralisée. Je vous remercie de votre attention. Merci.